Carla Ríos, une résidente de Puerto Varas âgée de 38 ans, a disparu sans laisser de traces dans la nuit du 11 au 12 novembre de sa propre maison. Le mari de Carla, Tomás Ruiz, assurait à la police qu'elle était simplement partie rendre visite à une amie dans la ville voisine de Puerto Montt. Cependant, les faits indiquaient autre chose. Carla n'avait jamais visité la gare routière et les caméras de surveillance avaient enregistré une dispute houleuse entre les époux le soir précédant la disparition. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2023, dans la ville de Puerto Varas, au sud du Chili, s'est produit un événement qui semblait d'abord être une banale querelle familiale. Carla Ríos, âgée de 38 ans, avait quitté sa maison de la rue Colón 137 et son époux Tomás Ruiz affirmait qu'elle était partie rendre visite à une amie à Puerto Montt. Il en parlait calmement et avec assurance. Mais quelque chose ne cadrait manifestement pas avec les faits simples. Quand la police décida de vérifier l'itinéraire de Carla, il s'avéra qu'à la gare routière terminale de Bucesur, aucun employé n'avait vu la femme cette nuit-là. Aucun billet de bus n'avait été acheté non plus, ce qui suggérait déjà autre chose. La maison des époux était équipée d'un système moderne de vidéosurveillance. Ces caméras avaient enregistré comment, le soir du 11 novembre à 22h30, Carla et Tomás se disputaient assez bruyamment. Le contenu exact de la conversation n'avait pas été capté par les caméras. Le son était étouffé. Néanmoins, le langage corporel des deux parlait du sérieux du conflit. Le lendemain matin, Tomás prépara le déjeuner pour ses proches, une soupe de porc, un plat apparemment ordinaire, mais qui causait inexplicablement de l'inquiétude à l'enquête, compte tenu des circonstances de la disparition nocturne de Carla. L'aspect financier de l'affaire était encore plus étrange. Le matin du 12 novembre, exactement 800 000 pesos chiliens avaient été retirés du compte de Carla. La carte appartenait à Carla elle-même. Le code PIN avait été saisi correctement, ce qui signifiait que quelqu'un connaissait manifestement son mot de passe personnel d'accès au compte. La police nota immédiatement cela comme un indice clé, mais sans commentaire pour l'instant sur la façon dont ce code avait pu être découvert. La police avait initialement 2 directions de soupçon. Le premier à attirer l'attention évidente fut Tomás Ruiz, l'époux de la femme disparue. Son comportement était extérieurement ordinaire. Cependant, l'absence de traces du voyage de Carla et les transactions financières inattendues en faisaient inévitablement le principal suspect. Aucune accusation directe ne lui était encore portée. La police travaillait strictement dans le cadre des lois chiliennes, n'ayant que des preuves circonstancielles. Le second suspect était le voisin Armando Flowers, qui avait déclaré à la police que la famille se trouvait dans une situation financière difficile. Il affirmait que les époux avaient contracté une dette considérable. Cependant, les rapports financiers réels de la police n'étaient pas encore disponibles et l'affirmation du voisin restait au niveau des rumeurs. Dans les premières 24 heures après la disparition, le voisin Armando Flowers répandait activement une version plutôt choquante des événements. Il disait directement à la police que Tomás avait prétendument décidé de vendre les organes internes de Carla pour couvrir les dettes accumulées. Cette version sonnait fort et effrayant. Cependant, l'enquête, ne trouvant aucune confirmation, la traitait avec une extrême prudence et scepticisme. Il n'y avait aucune donnée sur des liens des époux avec des structures criminelles, et le voisin était pour l'instant perçu plutôt comme quelqu'un capable de beaucoup exagérer. Le matin du 15 novembre s'avéra pluvieux et frais. 13 degrés Celsius, humidité élevée. Le temps ralentissait considérablement le travail des criminologues dans la cour de la maison de Ríos et Ruiz. Après plusieurs heures d'inspection acharnée et de nombreuses vérifications, les carabineros firent inopinément leur première découverte substantielle. Dans le conteneur à ordures près de la maison, fut découvert un petit os. Les analyses ADN préliminaires donnèrent immédiatement un résultat. L'os appartenait à un être humain et la correspondance génétique avec Carla Ríos était pratiquement de 100%. Cependant, la police adopta immédiatement une position officiellement réservée. Les experts n'avaient pas encore annoncé à quelle partie exacte du corps appartenait la découverte et dans quelles circonstances elle avait pu se retrouver dans le conteneur. La presse commençait déjà à discuter de cette découverte,
Mais la police refusa de donner quelque détail que ce soit, ne souhaitant pas permettre de conclusions hâtives. La découverte de l'os signifiait que l'affaire prenait un tout autre tournant. On ne pouvait plus ignorer le fait que la disparition de Carla n'était pas simplement un départ de la maison après une querelle familiale. Il était maintenant évident. Les événements de la nuit du 11 au 12 novembre n'étaient pas une simple fuite vers une amie et pas un hasard. L'enquête s'approchait de près d'une nouvelle étape où il faudrait comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. L'équipe d'enquête continuait d'étudier activement l'étrange comportement financier de Tomás Ruiz. Les caméras du distributeur automatique confirmèrent l'argent retiré du compte de Carla avait été obtenu exactement à 3h10 du matin, après que, selon les propres mots de Tomás, Carla avait quitté la maison. L'expertise du terminal bancaire révéla les empreintes digitales de Tomás et un détail intéressa particulièrement les criminologues. L'empreinte la plus nette était restée sur la touche avec le chiffre 4. C'était précisément ce détail qui donna à la police des raisons de supposer que l'époux de Carla connaissait exactement son code PIN, mais pour l'instant, les conclusions officielles restaient réservées. Des preuves supplémentaires apparurent grâce à un dispositif technique dans la maison des époux, une enceinte connectée avec fonction d'enregistrement sonore. L'enceinte s'était activée par hasard précisément au moment du conflit. À 22h33, le soir du 11 novembre, la voix de Carla cria distinctement « Sueltam !»« Lâche-moi !» Cela coïncidait parfaitement en temps avec l'enregistrement vidéo de la dispute obtenue des caméras de surveillance et plaçait Tomás dans la position de quelqu'un qui avait quelque chose à cacher. Lors de l'interrogatoire, Tomás Ruiz se comportait avec assurance, bien qu'il soit visiblement tendu par les questions de l'enquêteur. À la question de savoir pourquoi il avait retiré de l'argent du compte de Carla, l'homme répondit simplement « La carte était dans le tiroir commun de l'entrée. N'importe qui aurait pu la prendre et aller au distributeur. Pourquoi pensez-vous immédiatement à moi ?» Mais l'enquêteur s'intéressait à un autre moment. À 3h du matin, quand l'argent avait été retiré, le téléphone portable de Tomás se trouvait à la maison et était stablement connecté au réseau LTE. Cependant, l'homme lui-même avait complètement disparu de la zone de couverture à cette heure-là. L'enquêteur demanda directement « Pourquoi votre téléphone était-il à la maison alors que vous-même aviez quitté le quartier à 3h du matin ?» Tomás répondit brièvement et durement. « Je suis allé chercher du café à la station-service. À cette heure de la nuit, il n'y a habituellement personne. Je voulais réfléchir tranquillement. » Cette version de Tomás fut soigneusement vérifiée. La police obtint confirmation des caméras de la station-service locale que Tomás s'y était effectivement rendu vers 0h10, environ 1h30 après le conflit enregistré. La distance de la maison à la station-service était de 7 km. Tomás l'avait parcouru en 12 minutes avec son pick-up. À la station, il acheta du café, un ticket fut enregistré et sa présence là-bas semblait naturelle et plausible. Ce fait levait considérablement les soupçons sur Tomás concernant ses déplacements aux premières heures de la nuit. Mais cela n'expliquait en rien le retrait d'argent à 3h10 du matin. L'enquête reçut inopinément une confirmation importante des médecins légistes. L'os trouvé précédemment fut officiellement identifié. C'était une phalange du doigt de Carla Ríos. La confirmation de l'appartenance à Carla provoqua une réaction évidente chez Tomás. Lors de la conversation suivante avec l'enquêteur, l'homme pâlit visiblement. Cependant ensuite, de manière inattendue pour tous, il sourit légèrement et prononça « J'ai dit clairement, je l'ai accompagné au bus. Ce qui s'est passé ensuite, je ne le sais pas. » Cette déclaration provoqua un silence gênant dans la pièce. L'enquêteur nota les paroles de Tomás et enregistra officiellement sa réaction, notant que dans le comportement du suspect, on observait une inadéquation entre les mots et la mimique. À la lumière des nouvelles circonstances, l'enquête décida d'étudier plus attentivement la vie de Carla Ríos elle-même. Si la version de Tomás avait au moins une véracité partielle, il fallait comprendre si Carla avait pu disparaître de son propre gré, sans pression de la part de son mari. À cette étape, la police décida pour la première fois de mettre Tomás au second plan, se concentrant sur la personnalité de la femme disparue et ses possibles problèmes et conflits cachés. L'enquête changeait progressivement de direction.
Au lieu de regarder attentivement Thomas, la police commença à étudier plus profondément la vie de Carla Rios elle-même. Et presque immédiatement, des informations importantes furent découvertes dans son téléphone. Dans un messager protégé avec authentification à 2 facteurs, ils trouvèrent sa correspondance avec un avocat en droit familial. Ce n'était pas une consultation fortuite, mais une stratégie juridique longue et soigneusement planifiée pour le divorce. Les messages envoyés à différents moments au cours des 2 derniers mois parlèrent du fait que Carla était sérieusement déterminée et ne comptait pas informer Thomas de cette démarche à l'avance. Le détail qui intéressa particulièrement la police concernait les finances. Il s'avéra qu'à Banco Estado, un compte séparé avait été ouvert depuis plusieurs semaines, enregistré exclusivement au nom de Carla. Elle y transférait de petites sommes, se préparant manifestement au partage des biens. Selon les données de la banque, Carla avait consulté sur la façon de protéger au maximum son argent pour qu'il ne soit pas accessible à son époux. La police nota immédiatement. Thomas ne savait manifestement rien de ce compte, ce qui confirmait les soupçons de tension cachés dans leur relation. Quand les enquêteurs parlèrent avec les proches parents, il devint clair pourquoi Carla cachait ses plans. Sa grand-mère, Maria, 62 ans, parente, statut actif, avoua franchement. Carla avait peur pour la maison. Elle disait que si Thomas la prenait avant l'heure, il ferait tout pour ne rien lui donner. Ils n'étaient pas heureux depuis longtemps déjà. Mais elle voulait tout faire correctement. L'avocat de Carla ajouta un nouveau détail important qui contredisait directement la version calme énoncée par Thomas. Il fournit à la police le brouillon d'une demande en justice qui se préparait à être déposée au tribunal. Dans le document étaient clairement prescrites les exigences de Carla pour le partage des biens et surtout, étaient mentionnés de nombreux conflits que l'époux Thomas niait de toutes les façons. Cela contredisait complètement ses paroles selon lesquelles dans la famille, tout était calme et sans conflit. L'enquête porta aussi attention à la meilleure amie de Carla, Lucia. Lucia vivait dans le voisinage et était étroitement liée à la famille. Quand la police tenta d'obtenir son témoignage, il s'avéra que Lucia était absente depuis 3 jours déjà. Les voisins rapporteraient que la femme était partie à Puerto Montt, prétendument pour des affaires personnelles. Sa disparition souleva des questions et la police eut l'idée que Lucia avait pu aider Carla à quitter secrètement la ville. Pour le moment, cette piste semblait plausible, mais il n'y avait pas encore de confirmation directe, et Lucia restait sur la liste des personnes à interroger dès la première occasion. Un nouveau tournant survint le 20 novembre, quand la police demanda des matériaux vidéo supplémentaires de l'autoroute RP 225 qui passe à l'est de Puerto Varas, en direction du massif forestier La Parva. Les caméras de surveillance routière enregistrèrent à 5h12 du matin le 12 novembre le pick-up de Thomas Ruiz. Cette découverte était en soi inattendue. Thomas avait toujours affirmé qu'il accompagnait sa femme à la gare routière située au sud, en direction de Puerto Montt. Mais la voiture se dirigeait manifestement dans la direction complètement opposée. Sur les enregistrements, on voit distinctement. Le pick-up avançait lentement, mais sûrement, vers la forêt. Le conducteur ne dépassait pas la vitesse limite, n'attirait pas l'attention, et en même temps savait manifestement où il allait. Les enquêteurs notèrent une circonstance étrange. L'heure d'enregistrement du pick-up ne coïncidait pas avec la déclaration de Thomas selon laquelle il était à la station-service. Ce fait souleva immédiatement de sérieuses questions sur son alibi. Maintenant, le focus de l'enquête se déplaçait radicalement. Ce qui avait commencé comme un drame familial et un possible conflit domestique prenait soudain une autre teinte. La police devait étudier attentivement l'itinéraire de Thomas, comprendre ce qu'il transportait exactement dans le pick-up et pourquoi il se dirigeait précisément vers le massif forestier. L'équipe d'enquête décida de procéder immédiatement à l'inspection du territoire forestier, La Parva, qui était maintenant le lieu central d'intérêt de toute l'investigation. La police examine soigneusement le territoire du massif forestier, La Parva. Que se trouve-t-il à l'intérieur des sacs en polyéthylène ? Les criminologues travaillaient avec soin et sans hâte. Dans la forêt La Parva, à 15 km de la ville, furent retrouvés 4 sacs en polyéthylène épais,
soigneusement cachés sous une épaisse couche de feuilles humides et de branches. Le poids de chaque sac était d'environ 10 kg, au total environ 40. Les sacs causèrent immédiatement de l'inquiétude. Lourds, soigneusement fermés, avec un lieu manifestement non fortuit choisi pour la dissimulation. Lors du premier examen des sacs sur place, les criminologues trouvèrent à l'intérieur un mélange étrange. Des fragments d'os, des traces de suie et de fins copeaux métalliques. Les copeaux métalliques rappelèrent immédiatement aux experts les restes spécifiques de travaux de garage. Exactement cette fine coupe reste habituellement après l'utilisation d'une meuleuse ou d'une scie à métaux. Mais le principal était attendu plus tard, les résultats de l'examen ADN en laboratoire. Les experts travaillèrent selon le protocole approuvé en 2023. En 48 heures, fut complètement confirmée l'appartenance des os précisément à Carla Ríos. Ce fut un moment décisif dans l'enquête, le moment où la disparition cessa officiellement d'être simplement une disparition. Après la découverte des sacs, les enquêteurs interrogèrent à nouveau les voisins. Armando Flowers, le voisin, déclara encore qu'il avait vu le pick-up de Thomas dans la nuit du 12 novembre. « J'ai distinctement vu la voiture de Thomas vers 5h30 du matin. Il roulait vite, était pressé. J'ai exactement retenu son pick-up. » Thomas répondit à ces déclarations calmement, mais sèchement. Armando ment exprès. « Il me doit de l'argent. Il essaie de détourner votre attention de lui-même. » Au début, les paroles d'Armando semblaient suspectes. La police, le soupçonnant de possible complicité, décida de vérifier son alibi. Armando insistait que dans la nuit du 12 novembre, il se trouvait loin de Puerto Varas, à une station-service à 120 km au nord. L'enquête étudia soigneusement les caméras de surveillance de la station, vérifia les tickets et les enregistrements du terminal de paiement. Les preuves étaient irréfutables. Armando se trouvait effectivement à la station-service à l'heure indiquée. La piste fut complètement fermée et le téléphone portable lui fut rendu. Armando n'était plus considéré comme un possible complice. Pendant ce temps, les enquêteurs obtinrent un mandat officiel pour fouiller le garage de la maison de Calcolon 137, appartenant à la famille Ruiz. Ce garage attirait depuis longtemps l'attention de la police. Le sol du local était couvert d'une chape de béton fraîche qui sembla immédiatement suspecte. Lors de l'examen minutieux, les criminologues découvrirent de fines fissures et des traces visibles de réparation. Peu après le début des travaux, ils trouvèrent ce qui devint la preuve la plus importante. Dans les fissures du béton fut découvert le sang de Carla Ríos. Cette découverte rendit immédiatement inutile toutes les tentatives de Thomas d'expliquer ses déplacements cette nuit-là. La trouvaille confirma les soupçons de l'enquête. Thomas tentait de dissimuler les traces de l'événement survenu dans le garage. Le même jour, Thomas fut convoqué à un nouvel interrogatoire où, apprenant les résultats de l'expertise, il perdit pour la première fois le contrôle de lui-même, se détournant nerveusement des enquêteurs. Maintenant, l'enquête comprenait. Ils avaient entre les mains non pas simplement un conflit familial et une disparition de personnes. C'était un crime prémédité, dont Thomas cachait soigneusement les détails. Les questions ne tournaient plus autour des motifs de Carla, de sa possible fuite ou de l'aide de la part d'amis. Maintenant, la police se concentrait sur la reconstitution de la nuit même du 11 au 12 novembre. Répondre de chaque minute de ce temps devait Thomas. Les criminologues commencèrent à rassembler le tableau complet de ce qui s'était passé entre 22h30 le soir du 11 novembre et 5h du matin, le 12 novembre, période dans laquelle tenait le mystère de la disparition de Carla et les actions subséquentes de Thomas. Le tribunal de première instance de la ville de Puerto Montt prononça officiellement le verdict. Thomas Ruiz est reconnu coupable de meurtre intentionnel de son épouse Carla Ríos. Le motif établi du crime, le désir de conserver le contrôle sur les biens familiaux et d'éviter la procédure de divorce, soigneusement préparée par Carla. L'audience judiciaire, d'une durée de plus de 2 mois, se termina en mars 2025. L'accusation, ayant soigneusement reconstitué la chronologie complète de la nuit du 11 au 12 novembre 2023,
présenta en détail toute la séquence d'action de Tomás Ruiz. Le 11 novembre, exactement à 22h30, les caméras de surveillance enregistrent un conflit émotionnel entre les époux dans la cuisine. Cet épisode est confirmé aussi par l'enregistrement de l'enceinte connectée domestique. C'est alors que Carla crie fort « Lâche-moi !», ce qui fut le début de la chaîne d'événements tragiques. Entre 23h et minuit, Tomás commet l'agression, après quoi Carla se retrouve sans connaissance. L'enquête fixe clairement le moment du transport de Carla dans le garage. C'est alors que Ruiz entreprend une tentative de créer un alibi, se rendant à la station-service pour du café à 0h10. L'enregistrement sur la caméra de la station s'avère important, mais l'enquête établit rapidement. C'était un voyage de courte durée et intentionnel dans le but d'embrouiller les traces et de créer une apparence d'innocence. De 0h30 à 3h dans le garage, Tomás effectue le démembrement. Le tribunal évite les détails publics à cause de leur caractère pénible, se limitant seulement à une mention sèche que les traces de ces actions furent complètement confirmées par l'expertise. Une attention particulière fut accordée aux traces de sang trouvées dans le sol en béton, absorbées dans les fissures. Cette preuve s'avéra indiscutable et décisive. À 3h15, Tomás déplace les sacs avec les restes dans son pick-up Toyota Hilux. Le téléphone est intentionnellement laissé à la maison pour créer un faux tableau de géolocalisation. La caméra de l'autoroute RP 225 enregistra la voiture à 5h12 du matin. À 6h, les sacs étaient enterrés dans la forêt La Parva. Tomás rentre à la maison, après quoi il se met calmement à préparer la soupe matinale. C'est précisément cette soupe qui causa le plus grand bouleversement dans la salle d'audience. Le laboratoire confirma des traces d'ADN de Carla sur la louche et dans la casserole. Le tribunal ne put jamais déterminer officiellement si les enfants de la famille connaissaient la composition de ce plat. La question resta sans instruction judiciaire. Au moment de l'annonce du verdict final, quand le juge prononce la formulation « cruauté particulière », Tomás Ruiz perd le contrôle et crie dans la salle d'audience bondée. Personne ne la trouvera entière. Il prononce ces mots sèchement et froidement, faisant figer tous les présents dans le silence. Le juge réagit à cela calmement et sèchement, confirmant seulement que de telles déclarations ne font que renforcer la culpabilité établie et le degré de cruauté du crime commis. Le tribunal rend la décision finale. Tomás Ruiz est condamné à la réclusion à vie avec un séjour minimum en prison de 25 ans. Après la dernière phrase du juge dans la salle d'audience, il se fait silencieux. La transmission s'arrête et l'écran s'assombrit progressivement, symbolisant la fin du procès judiciaire. L'affaire pénale elle-même est immédiatement dirigée vers les archives du tribunal pénal de Santiago, où elle reçoit le statut final de terminée. Au début de l'été, les étudiants de tout le Royaume-Uni attendaient avec impatience la fin de l'année scolaire et le début des vacances. Parmi eux se trouvait Daniel Jones d'Eastilbury, dans le comté d'Essex. Le matin du 18 juin 2001, Daniel se prépara pour l'école comme d'habitude. Vers 7h55, elle dit au revoir à sa famille et se dirigea vers l'arrêt de bus pour prendre le bus scolaire. À 14h30, le téléphone sonna dans la maison de la famille Jones. À l'autre bout de la ligne se trouvait le professeur de Daniel, qui demandait pourquoi elle avait manqué les cours. Cette question frappa les parents de Daniel comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi leur fille n'était pas apparue à l'école. Elle n'avait aucune raison de manquer les cours. Daniela Sarah Jones vit le jour à l'automne de 1985 dans le comté d'Essex. Ses parents, Linda et Tony Jones, vivaient avec Daniela et ses deux frères cadets dans le petit village d'East Tilbury. Daniela était plutôt réservée, préférait le confort de la maison et était parfois timide en présence d'autres personnes. Cependant, elle possédait un excellent sens de l'humour et avait de nombreux amis. Ce que Daniela aimait le plus, c'était les animaux. À la maison, elle avait 2 petits lapins duveteux qu'elle adorait par-dessus tout. Quand les parents de Daniela reçurent un appel de l'école, cette nouvelle les troubla profondément. Ils pensaient que même si leur fille avait décidé de sécher les cours, elle rentrerait certainement à la maison avant la tombée de la nuit.
Après tout, Daniela avait toujours eu peur d'être seule la nuit. Toute la journée, les proches et amis de Daniela essayèrent de la joindre. Ils écrivirent des messages et l'appelèrent. Mais il n'y avait que le silence. Ce comportement ne ressemblait pas du tout à Daniela, ce qui inquiéta encore plus tout le monde. L'histoire de Danielle laissa de nombreuses questions sans réponse. Elle tenait toujours ses parents informés de ses projets, même si elle voulait seulement rendre visite aux voisins. Habituellement, elle appelait à la maison dès qu'elle arrivait à destination. Quand il fit nuit et que Danielle n'était toujours pas revenu, ses proches s'inquiétèrent et décidèrent de commencer les recherches. Linda Jones resta à la maison, espérant un appel ou le retour de sa fille. Vers minuit, quand il devint clair que quelque chose avait dû arriver à Danielle, les parents se tournèrent vers les autorités pour obtenir de l'aide. Les enquêteurs interrogèrent d'abord l'entourage de la disparue. Après avoir établi que Danielle n'avait aucune raison de quitter la maison et que toutes ses affaires étaient encore en place, il fut décidé de commencer immédiatement les recherches. Le frère cadet de Danielle partagea une observation étrange. Le matin, il avait vu par la fenêtre comment sa sœur quittait la maison et prenait le chemin habituel, mais soudain, elle s'était retournée et était partie dans une autre direction. Cela lui avait paru inhabituel. Une opération de recherche à grande échelle fut lancée. Enquêteurs, maîtres chiens avec des chiens de recherche, proches et amis, se dirigèrent le long de la route habituelle de Danielle, qu'elle prenait normalement pour aller à l'école. La mère ferma à peine les yeux de toute la nuit. Elle attendait que sa fille entre par la porte à tout moment, comme d'habitude. Pendant les 3 jours suivants, la famille fouilla chaque coin de la maison, mais ne trouva rien de significatif. Cependant, ils réussirent à trouver des personnes qui avaient revu la disparue ce matin-là. Quelques étudiants remarquèrent comment elle allait au magasin près de l'arrêt de bus. Il s'avéra qu'elle n'était jamais montée dans le bus scolaire. Bientôt, les opérations de recherche s'étendirent. La police alla de maison en maison dans la petite ville. Les enquêteurs parlèrent avec tous les résidents et leur demandèrent de vérifier leurs remises et annexes. En même temps, la réponse de la société fut écrasante. Tous essayèrent de soutenir la famille et de nombreux habitants participèrent eux-mêmes aux recherches. Mais même après plusieurs jours de recherches intensives, aucune trace ne put être trouvée. Les proches et les êtres chers de la disparue étaient désespérés. Néanmoins, ils continuèrent à croire que leur fille bien-aimée était vivante et rentrerait bientôt à la maison. Les forces de l'ordre local reconnurent la gravité de la situation concernant la disparue Danielle et transférèrent l'affaire au groupe central d'enquête. Ils assignèrent un officier spécial comme liaison avec la famille. Sa tâche était de soutenir les proches pendant toute l'enquête et de leur fournir de nouvelles informations en temps opportun. L'officier devait établir une relation de confiance avec les proches de Danielle pour mieux comprendre l'atmosphère dans la famille et créer un profil de la disparue. Pendant la conversation, les parents exprimèrent des préoccupations concernant la relation de leur fille avec l'oncle. Stuart Campbell, le mari de la sœur de Tony Jones, était proche de Danielle. Cet ouvrier du bâtiment de 43 ans et père de 2 enfants passait souvent du temps avec sa nièce et ses frères quand ils étaient plus jeunes. Il jouait avec eux et les traitait comme ses propres enfants. En conversation avec un enquêteur, Madame Jones partagea ses observations sur Stuart. Selon ses mots, il donnait l'impression d'une personne avec une estime de soi excessive, bien qu'il possédât aussi un certain charisme. Son mari Tony entretenait une relation amicale avec lui, mais avouait occasionnellement à sa femme qu'il y avait quelque chose chez Stuart qui lui causait un vague malaise. Avec le temps, Stuart commença à accorder une attention accrue à Daniela, sa nièce. Il prit l'habitude de la chercher après les cours et de lui offrir un transport. Cela causait de l'inconfort chez Daniela, surtout à cause des regards curieux de ses camarades de classe. Stuart l'invitait fréquemment au cinéma et au café et essayait persistamment de tenir sa main pendant les promenades. Les visites de Stuart à la maison de la famille Jones devinrent trop fréquentes, jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine. Finalement, Linda et Tony décidèrent de restreindre son séjour chez eux. Tony se souvenait d'un incident quand Stuart, assis à côté de Daniela sur le canapé, demandait persistamment pourquoi elle était si embarrassée et rougissait.
Quand Tony entendit cette conversation, il décida d'intervenir et demanda à Stuart ce qui se passait. Campbell, cependant, écarta immédiatement la situation, expliqua que tout allait bien et se déplaça immédiatement. Après la conversation avec le représentant des autorités, les parents de Daniel communiquèrent qu'ils ne commençaient qu'à comprendre maintenant. Derrière le comportement de Stuart, il pourrait y avoir plus que la relation habituelle entre oncle et nièce. Il semblait que Daniel avait essayé de se tenir à distance de lui. Linda et Tony admirent qu'ils avaient précédemment expliqué ces actions par une affection sincère et le désir d'être plus proches de leur famille. Et tout ce qui leur semblait étrange, ils l'attribuaient à des malentendus inoffensifs. Ils essayaient de ne pas trop y prêter attention, de peur que cela puisse nuire sérieusement aux relations familiales si leurs soupçons s'avéraient infondés. Après tout, la sœur biologique de Tony était l'épouse de Stuart. Un jour après que Daniel eut cessé de communiquer, Tony décida de rendre visite à son parent. Cependant, la maison l'accueillit avec le silence. Quand il regarda par la fenêtre, il remarqua avec surprise un système de vidéosurveillance dans le salon, ce qui lui parut inhabituel. Encore plus étrange, cependant, fut le comportement de Stuart Campbell quand Tony le rencontra finalement. Celui-ci semblait complètement indifférent à la disparition de Daniel. De plus, Stuart était le seul qui ne montrait aucun intérêt pour sa recherche. En même temps, les médias locaux continuèrent à rapporter intensivement la disparition de Daniel Jones. Face à l'intérêt public croissant, les représentants des forces de l'ordre décidèrent d'organiser une réunion avec les journalistes pour fournir des informations officielles sur l'affaire. Lors d'une réunion avec des journalistes, les enquêteurs ont partagé des détails sur la façon dont Daniel avait disparu. Ils ont demandé aux téléspectateurs des nouvelles locales de signaler toute information qui pourrait aider dans la recherche. Cette démarche s'est avérée fructueuse. De nombreux appels ont commencé à arriver au poste de police. L'un d'eux a particulièrement intéressé les enquêteurs. Un témoin oculaire a rapporté que le matin où Daniel avait été vu pour la dernière fois, il avait remarqué une fille d'apparence similaire. Elle se tenait près d'une camionnette bleue et se disputait bruyamment avec un homme. Curieusement, l'oncle de Daniel, Stuart Campbell, possédait une camionnette bleue similaire. Ce détail a éveillé de sérieux soupçons chez la police. Des craintes ont surgi que Campbell ait pu enlever sa nièce vers une destination inconnue. Avant que les enquêteurs n'invitent la personne suspecte à une conversation, ils ont décidé d'enquêter sur son passé. Ce qu'ils ont découvert leur a causé une grande inquiétude. Il s'est avéré que cette personne avait attiré l'attention des autorités il y a de nombreuses années. À la fin des années 80, elle avait été arrêtée pour comportement inapproprié envers une jeune personne. Elle avait avoué sa culpabilité, mais s'en était sortie avec une peine avec sursis et avait quitté le tribunal en personne libre. Linda et Tony savaient tous deux que leurs nouveaux parents avaient eu des problèmes avec la loi dans le passé. Mais quand ils essayaient de découvrir des détails, Stuart minimisait et assurait que c'était des vétilles. Il avait convaincu tout le monde qu'il avait été victime de calomnie, puisque le tribunal l'avait finalement acquitté. L'enquête ultérieure a mené à des révélations choquantes. La police a découvert environ 30 cas où le nom de Stuart Campbell apparaissait. Il s'est avéré que pendant de nombreuses années, il avait attiré de jeunes femmes en se faisant passer pour un photographe à la mode. Une fois qu'il était seul avec elles, il les forçait à participer à des séances photos douteuses, prétendant que c'était des prises pour des magazines de luxe. Étant donné l'histoire de Campbell et sa relation inhabituelle avec la disparue Daniel, les enquêteurs devaient soit écarter les soupçons contre lui, soit trouver des preuves de sa possible participation à la mystérieuse disparition de sa nièce. Comme Daniel ne pouvait être retrouvé, les enquêteurs ont développé la théorie que Stuart Campbell la retenait possiblement dans un lieu inconnu contre sa volonté. Ils ont organisé une surveillance dans l'espoir qu'il les mènerait au lieu où se trouvait la disparue. Cependant, son comportement n'a fait qu'intensifier les soupçons des autorités. Il ne montrait pas l'inquiétude qu'on attendrait d'un oncle dont la nièce avait disparu sans laisser de traces. Au lieu de cela, Campbell passait étrangement du temps dans des parkings et photographiait des voitures qui ressemblaient à sa propre Nissan argentée.
Quand il est devenu clair que la surveillance ne donnait pas les résultats souhaités, les enquêteurs ont décidé d'arrêter Campbell. Le 23 juin, 5 jours après la disparition de Daniel Jones, Stuart Campbell a été mis en garde à vue. Lors de l'interrogatoire par les enquêteurs, il a été immédiatement fait comprendre à Campbell qu'ils avaient des raisons valables de croire qu'il était au courant de la situation avec Daniel. Cependant, Stuart a immédiatement commencé à tout nier et à affirmer n'avoir aucune idée de où elle se trouvait. De plus, il a assuré avoir une relation étroite et de confiance avec sa nièce. Selon Stuart, les relations de Daniel avec ses parents, Tony et Linda Jones, s'étaient détériorées quand elle avait grandi. Il a raconté qu'il agissait comme médiateur entre Daniel et ses parents pour aider la famille Jones à éviter une rupture, car selon lui, ils étaient sur le point de se séparer. Au cours de la conversation, il s'est avéré que Stuart Campbell avait un alibi solide. Au moment de la disparition de Daniel, il n'était pas à East Hillborough. Il était parti dans la ville voisine pour se procurer des matériaux de construction pour aider son voisin avec des travaux de rénovation. Il n'avait pas de reçu, car dans ce magasin, il n'y avait pas les marchandises nécessaires. Sur le chemin du retour, il s'était arrêté pour appeler sa femme et lui dire cela. Après son retour à la maison, il s'était immédiatement rendu chez le voisin pour continuer les travaux de rénovation. L'histoire du cas de Daniela Jones a laissé de nombreuses questions sans réponse. Malgré les alibis douteux de Campbell, les autorités n'ont pas pu trouver de raison suffisante pour sa détention prolongée. Il a été libéré sous caution jusqu'à la conclusion des enquêtes. Étant donné l'histoire de Campbell, la perspective de sa libération a causé une inquiétude considérable aux enquêteurs. Ils soupçonnaient qu'il pouvait représenter un danger, mais n'avaient pas de preuves solides pour porter des accusations. Dans ce contexte, il a été décidé de fouiller à nouveau la maison de la famille Jones. Lors de la recherche dans la chambre de Daniela, ils ont trouvé une trousse avec 2 notes. La première disait « Salut, princesse. Si tu n'as pas remarqué mes messages précédents, j'ai décidé d'en laisser un de plus. Je veux que tu saches que ton sourire me manque. Bisous. » Quand les enquêteurs ont montré ces notes à Linda Jones, elle a été choquée et a déclaré les voir pour la première fois. Elle a raconté que toute la famille Jones était partie en vacances quelques semaines avant la mystérieuse disparition de Daniela. Linda a soupçonné que Stuart avait pu entrer dans la chambre de Daniela en leur absence et laisser ses messages. Le père de Daniela s'est souvenu d'un détail important. Avant leur départ, Campbell avait installé une nouvelle porte arrière dans leur maison. Le soupçon a surgi qu'exactement à ce moment-là, il aurait pu se faire une copie de la clé de la nouvelle porte. Les enquêtes ont mené à la nécessité d'examiner la maison de la famille Stuart Campbell. Après avoir obtenu l'autorisation correspondante, les enquêteurs ont commencé l'inspection. Dans la maison, une grande quantité d'équipements photographiques a été découverte, ce qui en soi n'a pas éveillé de soupçons. Cependant, les découvertes ont pris un tournant inquiétant. Parmi les affaires personnelles de Campbell, des images ont été trouvées qui ont causé de l'inquiétude. Les photographies de jeunes personnes étaient de nature inappropriée et semblaient avoir été prises avec l'appareil photo du propriétaire de la maison lui-même. De plus, des images de contenu similaires ont été trouvées qui avaient été téléchargées d'Internet. Les découvertes les plus inquiétantes attendaient les enquêteurs dans le grenier. Dans un sac double se trouvaient des objets qui ont donné lieu à de sombres pensées, des sous-vêtements, des moyens de restriction de mouvement et des jouets pour adultes. Une attention particulière a été accordée à une paire de bas blancs avec des traces à peine visibles qui ont été envoyées pour analyse ultérieure. Au cours de l'inspection, une camionnette bleue appartenant à Campbell a également été confisquée. Stuart Campbell affirmait avoir des informations selon lesquelles Daniel n'avait pas disparu, mais avait décidé par elle-même de quitter la maison en raison de désaccords constants entre ses parents. Pour confirmer sa déclaration, il présenta aux enquêteurs un message qu'il aurait prétendument reçu du numéro de Daniel le jour de sa disparition. Il y était écrit « Salut Stu. Merci. Tu es pour toujours le meilleur oncle. Dis à maman que je suis vraiment désolé. » Cette information donna espoir aux parents de Daniel que leur fille se cachait quelque part. Cependant, ils étaient extrêmement inquiets qu'elle ne se soit pas manifestée auprès d'eux jusqu'à présent,
et ne soit pas revenu. Un spécialiste en analyse de texte examina le supposé message de Daniel. Il découvrit qu'il était écrit en majuscules, alors que Daniel utilisait normalement des minuscules. Les enquêteurs demandèrent les données du fournisseur de téléphonie mobile de Campbell. Il s'avéra que l'appel que Campbell aurait prétendument passé à sa femme quand il était revenu du magasin de bricolage le jour de la disparition de Daniel avait été effectué depuis Eastleborough et non de l'endroit où Campbell prétendait avoir été. Mais le plus remarquable était que les signaux des appareils mobiles de Campbell et de Daniel Jones avaient été localisés près de la maison de Campbell et étaient restés actifs 30 heures après sa disparition. 30 jours après que Daniel Jones eut perdu le contact, ses proches inquiets s'adressèrent au public par l'intermédiaire des médias. Ils espéraient en trouver de nouveaux indices et toute information qui pourrait éclairer l'affaire. La famille appelait tous ceux qui pourraient savoir quelque chose ou avoir vu Daniel, mais pour une raison quelconque ne l'avait pas encore communiqué aux autorités, à enfin partager les informations qu'ils connaissaient. Après quelque temps, les proches de Jones, avec des représentants des forces de l'ordre, distribuèrent environ 1500 tracts avec des photos de Daniel. Parallèlement, les enquêteurs reçurent les résultats de l'examen des bas blancs trouvés dans le grenier de Stuart Campbell. Les conclusions des experts étaient préoccupantes. Des traces liées à la fois à Campbell et à Daniel Jones avaient été trouvées sur le vêtement. Basées sur les données recueillies, Stuart Campbell fut placé en détention sans possibilité de libération sous caution. Il fut emmené au commissariat où il fut accusé de possession d'images inappropriées. Cependant, cette accusation ne servait que de motif formel pour l'arrestation et permettait aux enquêteurs de continuer l'investigation et de préparer des charges plus graves liées à la disparition de Daniel Jones. Un parent du suspect lui rendit visite peu après son arrestation. Après une conversation avec lui, le parent informa les forces de l'ordre qu'il était profondément convaincu que le détenu mentait. Il fut également découvert que le suspect tenait des registres que les enquêteurs appelleraient plus tard le journal de la disparue. Il y notait chaque interaction avec elle, que ce soit un appel ou un message envoyé. Ces registres rendaient évident qu'il était excessivement fasciné par elle. Malgré l'absence de preuves concluantes sur la disparition, les enquêteurs avaient rassemblé suffisamment d'indices pour porter des accusations de participation à la mystérieuse disparition. Après la mise en accusation, le suspect resta sous observation des forces de l'ordre pendant près d'1 an. Pendant ce temps, plus de 500 signalements arrivèrent de toute la Grande-Bretagne et d'Europe, disant que la disparue était prétendument en bonne santé. Cela causa des difficultés considérables à la police locale, car chacun de ces signalements nécessitait une vérification approfondie. S'il y avait eu ne serait-ce que la moindre possibilité qu'elle soit encore quelque part et que ce signalement soit passé inaperçu, cela aurait pu être un argument de poids pour les avocats de Campbell devant le tribunal. Dans les mois précédant le début du procès, les efforts pour retrouver Daniel furent considérablement intensifiés. Il ne s'agissait pas seulement de trouver des preuves clés pour l'enquête, mais aussi d'apporter à ses proches le réconfort spirituel si nécessaire. 12 jours avant le début du procès contre Campbell, des restes humains furent découverts. Les enquêteurs déterminèrent qu'ils appartenaient à l'étudiante disparue nommée Millie Dowler. Comme on l'apprit plus tard, un certain Levi Belfield était impliqué dans sa disparition. Il devrait répondre de ses actes une décennie entière après la découverte des restes de Millie. Le 14 octobre 2002 commença le procès contre Stuart Campbell, l'homme qui était marié avec la sœur du père de Daniel. Linda et Tony Jones lui faisaient confiance. Il se présentait comme un parent attentionné. L'histoire de Stuart Campbell souleva de nombreuses questions. Il fut accusé d'un grave délit contre Daniel Jones. Cependant, Campbell semblait sûr de lui et insouciant face aux accusations portées, car il savait que Daniel n'avait pas été retrouvé. Les enquêteurs soupçonnaient que Campbell communiquait secrètement avec Daniel, sans en informer Tony et Linda. Il semblait qu'il avait été très fasciné par elle et avait essayé de semer la discorde entre la fille et ses parents. Daniel fut vu pour la dernière fois parlant avec quelqu'un dans une camionnette bleue qui ressemblait au véhicule de Campbell. Dans le grenier de Campbell fut trouvée une paire de bas blancs avec son ADN et celui de Daniel. Ces registres personnels révélaient un intérêt malsain pour les jeunes personnes. Une pièce importante de preuve était les messages prétendument envoyés par Daniel.
Une enquête révéla que Campbell était lui-même l'auteur et essayait d'égarer l'investigation. Les données du fournisseur de téléphonie mobile réfutaient son alibi. Pendant tout le processus judiciaire, Campbell garda le silence. Il ne faisait qu'occasionnellement passer des notes à ses défenseurs quand quelque chose ne lui plaisait pas. Après près de 3 mois de procès, le jury rendit son verdict. Stuart Campbell fut déclaré coupable et condamné à une longue peine de prison, avec possibilité de révision après 20 ans. Jusqu'en 2019, le lieu où se trouvait Daniel Jones resta inconnu. Linda Jones soutint une initiative en mémoire d'Helen McCourt, dont le destin se révéla tragique. Cette proposition visait à restreindre les droits de ceux qui cachent des informations importantes aux enquêteurs. Helen travaillait dans une compagnie d'assurance quand sa vie prit fin brutalement en 1988. Ian Sims, l'homme lié à sa disparition, ne révéla jamais toutes les circonstances de l'affaire. L'appel à l'adoption d'une nouvelle loi rassembla plus de 100 000 signatures et trouva un soutien au plus haut niveau gouvernemental. En l'année 2021 vit le jour un livre intitulé « Mon parent au passé sombre », dont l'auteur était Alex Sharkey, le frère de Stuart Campbell. Dans cette œuvre, Alex partagea ouvertement l'histoire de sa vie aux côtés de son frère et décrivit en détail les événements qui suivirent la mystérieuse disparition de Daniel Jones. Quand 2 décennies furent passées depuis la disparition de Daniel, les forces de l'ordre des sexes organisèrent un événement commémoratif en son honneur. Les enquêteurs assurèrent aux proches de Daniel qu'ils n'abandonneraient pas l'espoir et continueraient les recherches pour que la famille puisse trouver la paix et fermer ce triste chapitre de leur vie. Beaucoup croient qu'en présence d'autres personnes, on est protégé par l'attention publique. Les statistiques confirment cette théorie, cependant. Il ne faut pas oublier que les malfaiteurs peuvent appliquer diverses ruses pour attirer quelqu'un dans un endroit isolé. C'est pourquoi il est important de rester toujours vigilant, même dans les lieux fréquentés. Dans la pittoresque Andria, une ville italienne d'environ 100 000 habitants, l'histoire de la famille locale Mansi a attiré l'attention publique. La ville était célèbre pour son patrimoine historique, en particulier pour le majestueux château Castel del Monte, qui attirait quotidiennement de nombreux voyageurs. Pour les habitants, le tourisme était devenu la principale source de revenus. Non loin du célèbre château vivait la famille Mansi, les parents et leur fille unique, longtemps attendue, Graziella. Depuis les 10 dernières années, la famille possédait un petit magasin commercial situé commodément sur le chemin vers la porte principale du château. Ici, ils offraient aux touristes des noix et des fruits secs. Le commerce marchait avec succès. Graziella, malgré son âge, aidait souvent dans l'entreprise familiale, ce qui réjouissait beaucoup ses parents. Dans la rue touristique animée, il y avait toujours beaucoup de visiteurs et des mains supplémentaires étaient très bienvenues. La jeune femme participait avec joie à l'entreprise commune et attirait les clients par sa gentillesse et son énergie. Le samedi, 19 août 2000, ne différait pas des week-ends ordinaires avec leur affluence touristique maximale. De tels jours, c'était souvent le grand-père de Graziella qui se tenait derrière le comptoir. La petite fille lui tenait volontiers compagnie et s'occupait de petites commissions. À cause du flux constant de visiteurs, le grand-père pouvait rarement quitter le magasin. Vers 7 heures du soir, l'homme âgé qui s'était fatigué demanda à sa petite fille d'aller à la fontaine et de remplir une petite bouteille d'eau. Graziella accepta volontiers et se dirigea vers la fontaine, qui n'était qu'à 5 minutes de distance. Le temps passa, mais Graziella ne revenait pas. Le grand-père commença à s'inquiéter, bien qu'au début il se soit rassuré en pensant que sa petite fille avait pu rencontrer des connaissances et s'être mise à bavarder. Cependant, quand plus de 20 minutes furent passées et que Graziella, qui était toujours ponctuelle, n'apparut pas, l'homme s'inquiéta sérieusement. Il décida de vérifier la situation et se rendit à la fontaine. À sa surprise et à son inquiétude, Graziella n'était ni là, ni dans les rues voisines, qu'il parcourut minutieusement en cherchant sa petite fille. La situation devenait de plus en plus tendue. Quand le grand-père retourna au magasin en espérant trouver Graziella, il constata qu'elle n'était toujours pas apparue. Elle aurait pu prendre un autre chemin.
mais elle n'était visible nulle part. Après environ 30 minutes, il prit contact avec le fils et la mère, commença à appeler tous les amis et connaissances dont il avait noté les numéros. Les parents appelèrent également tous ceux qu'ils purent contacter, mais personne ne l'avait vu. Bientôt, toute la famille et quelques amis de Graziella se rassemblèrent au magasin Mansi sur la place. Sans perdre de temps, adultes et jeunes organisèrent des groupes de recherche. Leur activité attira l'attention des passants et des touristes, dont beaucoup se joignirent immédiatement à la recherche. Les proches apportèrent une photo de Graziella et la montrèrent aux passants. Certains confirmèrent en l'avoir vue dans la journée et le soir. Cependant, personne ne pouvait dire où elle était allée ou ce qui avait pu se passer. La région était considérée comme calme. Des incidents s'y produisaient rarement. Il semblait inconcevable que quelque chose puisse arriver dans un endroit si fréquenté. Après plusieurs heures de recherche infructueuses, la famille Mansi se tourna vers la police locale. Les agents s'impliquèrent immédiatement dans la recherche. Après quelque temps, un résident s'approcha de l'un des policiers de patrouille avec des informations inquiétantes. Il avait entendu un cri provenant de la zone boisée près du château Castel del Monte. 2 carabiniers se dirigèrent dans la direction indiquée et remarquèrent de la fumée qui s'élevait du centre de la plantation. Au début, ils ne la relièrent pas à la disparition, mais décidèrent de vérifier la source de l'incendie et d'évaluer la nécessité d'une intervention des pompiers. Quand ils s'approchèrent de l'endroit à environ 10 mètres, les policiers perçurent une odeur inhabituelle. Le foyer d'incendie avait l'air étrange. Sous une couche de feuilles sèches, ils remarquèrent quelque chose d'inquiétant. À cause de la taille et des vêtements, qui correspondaient à la description de la tenue de Graziella, les policiers durent reconnaître le cœur lourd que leurs pires soupçons s'étaient à confirmer. Quand ils découvrirent la scène de crime, il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. En examinant la zone boisée, les enquêteurs découvrirent plusieurs fragments de vêtements et un dispositif pour causer des incendies, la source présumée du feu. Aucun autre indice sur les auteurs ne fut à trouver. Un examen plus minutieux du terrain était nécessaire. Les autorités espéraient aussi obtenir des enregistrements des caméras de surveillance installées près du château. L'examen médical confirma l'identité de celle qui avait été trouvée. C'était Graziella Mansi. Les spécialistes ne purent pas répondre de manière exhaustive à toutes les questions de l'enquête et de la famille. L'état compliqua l'examen. Cependant, l'expertise confirma le caractère intentionnel de l'incident. L'information sur cet incident se répandit comme l'éclair à travers les canaux d'information. Le lendemain, les représentants de la presse assiégèrent littéralement la maison de la famille Mansi. Quand les proches furent informés de ce qui s'était passé, ils refusèrent d'abord de croire qu'il s'agissait de Graziella. Cette affaire inexplicable bouleversa tellement les résidents que tout le district se trouvait dans un état de choc. Les médias rapportèrent intensément l'incident près du château célèbre. La société était troublée par ce qui s'était passé. Le flux touristique diminua notablement. Les visiteurs considérèrent la région comme dangereuse et évitèrent l'attraction, ce qui affecta négativement le secteur touristique d'Andria. Les enquêteurs agirent rapidement. La police s'impliqua activement dans le travail dès les premières heures. Comme version principale, on considéra qu'un auteur avait mené Graziella du sentier vers un endroit désert et avait ensuite allumé un feu pour effacer les traces. Dans l'entourage de Graziella, il ne pouvait évidemment pas y avoir d'adversaire sérieux. C'est pourquoi on cherchait une personne adulte. L'enquête suivit plusieurs versions. D'abord, on vérifia les listes de personnes ayant un passé criminel qui pouvaient se trouver dans la région. Cependant, cette ligne d'enquête perdit graduellement de l'importance. On examina même les données touristiques. On soupçonna que l'auteur pouvait être un voyageur qui sélectionnait des passants au hasard. Avec le temps, cette version aussi semblait de plus en plus improbable. Lors de l'interrogatoire de témoins, d'amis et de connaissances de la famille Mansi, le nom de Pasquale Tartoro était mentionné de plus en plus fréquemment. Ce jeune homme de 20 ans était connu dans toute la région. Il travaillait officieusement comme gardien de parking dans la rue où se trouvait le magasin de la famille Mansi. Beaucoup remarquèrent le comportement étrange de Pasquale. Depuis que Graziella aidait dans le magasin de ses parents, il l'observait constamment. Son regard inquiétait l'entourage.
Plusieurs témoins signalèrent cette circonstance, ce qui attira l'attention particulière des enquêteurs. Les conversations des autorités avec les amis de Pasquale confirmèrent les soupçons inquiétants. La question se posa. Pascal pourrait-il être un harceleur obsédé? Les proches rejetèrent catégoriquement cette possibilité. Selon leur dire, il avait grandi dans une famille protégée et n'était jamais entré en conflit avec la loi, du moins jusqu'à cette nuit fatidique à Castel del Monte. Malgré les assurances de ses parents, cependant, Pasquale devint le personnage principal de l'affaire. Lors de la rencontre avec les enquêteurs, les soupçons ne firent que s'intensifier. Sa chemise était tachée de taches rouges foncées suspectes et de terre, comme s'il avait creusé dans le sol pendant longtemps. Sur son visage, on voyait des traces de résistance. Les enquêteurs remarquèrent que les égratignures étaient superficielles, comme si elles avaient été laissées par des doigts délicats. Pasquale nia sa participation à la disparition d'une personne. Mais plus les conversations avec les enquêteurs duraient, plus fréquemment sa version des événements changeait. Après plusieurs heures au commissariat, Pasquale commença à céder. Une préoccupation particulière chez les enquêteurs suscita son commentaire sur la beauté de Graciela. C'est ainsi qu'il parlait de l'étudiante. De nombreuses incohérences s'accumulèrent dans les récits du suspect, qui essayait manifestement de cacher quelque chose à la police. Dans une version, Pasquale affirma qu'il était par hasard dans cette forêt, pendant une promenade, où il vit une personne immobile. Par peur, il s'enfuit, et peu après, la police apparut. Plus tard, son histoire fut complétée par de nouveaux détails. Il raconta comment il rencontra Graziella à la fontaine, où elle était venue chercher de l'eau. Elle ne le craignait pas, l'avait souvent vu auparavant. Jusqu'à ce jour, il paraissait toujours calme et approprié. Pasquale avoua qu'il l'avait attiré dans la forêt avec une histoire sur des chiots qui étaient soi-disant nés récemment d'un chien local. Quand il fut finalement démasqué, il avoua l'incident et affirma qu'il voulait effacer les traces. Le jeune homme insista qu'il n'y avait pas d'autre motif et décrivit ce qui s'était passé comme un jeu qui avait échappé à tout contrôle. Les médias éclairèrent activement chaque détail de l'incident, ajoutant des rumeurs et des détails non vérifiés. Cela créa de la confusion. Les véritables motifs du coupable restèrent peu clairs. L'histoire avec les déclarations de Pasquale prit un tournant inattendu. Les autorités tentèrent d'obtenir une version crédible des événements. Dans son histoire, il y avait beaucoup d'incohérences, des contradictions évidentes avec les preuves trouvées. Bien qu'il ait partagé les détails des événements et d'autres informations importantes avec les carabiniers, de nombreuses questions clés sur l'incident et ses causes restèrent sans réponse. Il fut établi que l'incendie commença vers 22 heures, mais la disparition fut remarquée presque 3 heures auparavant. Que s'est-il passé pendant tout ce temps? Pasquale expliqua ses actions en disant qu'il entendait des voix. Près de la forêt, des gens passaient. Il pensait que la recherche de la disparue avait commencé. Une préoccupation particulière suscita le rapport de l'expert médical. Selon lui, Graziella Mansi était consciente au moment de l'incendie. Les carabiniers continuèrent à travailler avec le suspect. Des questions se posèrent sur pourquoi il avait seulement des égratignures insignifiantes dans ces circonstances. Des doutes surgirent d'un qu'il ait agi seul. Il y avait peut-être aussi d'autres participants. Il fut décidé de procéder à un nouvel interrogatoire. Finalement, Pasquale accepta de coopérer avec les enquêteurs et de dire la vérité qu'il avait cachée auparavant par peur. Selon ses paroles, il n'amena pas Graziella dans la forêt de sa propre initiative. Un groupe de jeunes hommes âgés de 18 à 20 ans l'y obligea. Dans la forêt attendaient Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto et Michele Zagaria. Pasquale affirma qu'il n'y avait pas d'autres intentions à l'origine. Il avait eu un conflit avec ces jeunes hommes dans lequel il avait perdu. En compensation, les connaissances exigèrent qu'il amène Graziella dans la forêt. Ce qu'il fit. Les 4 jeunes hommes retinrent Graziella pendant plusieurs heures. Quand ils entendirent les cris de recherche, ils eurent peur des conséquences. Le groupe décida de cacher les traces de l'incident. Ils n'avaient pas de matériaux appropriés pour effacer les preuves.
Quand Graziella reprit conscience et commença à crier, les jeunes hommes paniquèrent et tentèrent d'utiliser la violence. Finalement, ils la couvrirent de feuilles et essayèrent de réfléchir à comment cacher leurs actions. Après quoi, ils décidèrent d'utiliser un dispositif incendiaire. Tous les participants avaient entre 18 et 20 ans. Comme il s'avéra, les jeunes hommes venaient de familles aisées et non d'un environnement problématique, ce qui rendait leur acte encore plus incompréhensible. Les connaissances les décrivaient comme des jeunes équilibrés et raisonnables qui n'avaient jamais montré d'agression ou de tendance à violer la loi. Un seul d'entre eux avait eu de petits problèmes avec la loi dans le passé, un vol mineur. Après les déclarations de Pasquale, les autorités arrêtèrent rapidement tout le groupe. La nouvelle secoua toute l'Italie et reçut une large attention médiatique. Depuis leur arrestation, les suspects nièrent toute participation à la disparition de Graziella et jurèrent ne pas comprendre les raisons de l'intérêt des autorités pour eux. Cependant, les enquêteurs étaient déterminés à continuer leur travail jusqu'à ce qu'ils reconstruisent le tableau complet des événements de cette nuit dans la forêt. En examinant ces jeunes hommes, les enquêteurs, contrairement à Pasquale, ne trouvèrent aucune trace visible de l'incident. Leurs vêtements étaient propres et ils ne présentaient aucune blessure. Les perquisitions dans leur domicile n'apportèrent aucun résultat. Rien de suspect ne fut trouvé. Lors des interrogatoires, ils persistèrent obstinément dans leur innocence, mais confirmèrent que Pasquale Tartoro avait effectivement des sentiments étranges pour Graziella. Malgré de longues conversations avec les enquêteurs, aucun d'eux ne changea sa déclaration. À ce moment-là, ils furent libérés, mais restèrent sous observation comme suspects. Un détail intéressant fit surface plus tard. Ces 4 jeunes hommes étaient parmi ceux qui portèrent le cercueil cérémoniel lors des funérailles de Graziella. Cela se passa avant que Pasquale ne fasse sa déclaration. Les témoins rapportèrent que les jeunes hommes montrèrent des émotions sincères, comme s'ils ressentaient une profonde tristesse. Lors des interrogatoires, ils expliquèrent leur réaction en disant qu'ils connaissaient Graziella, bien que pas intimement, mais ils la voyaient souvent dans l'entreprise familiale des Mansi. Les enquêteurs développèrent la théorie que la présence des 4 à la cérémonie n'était pas un hasard. Malgré l'absence de connaissances intimes avec la famille, ils auraient pu ressentir un malaise intérieur ou avoir essayé de comprendre à quel point les enquêtes avaient progressé et s'il y avait des soupçons contre eux. La cérémonie rassembla presque toute la ville. Même quelques touristes vinrent. Dans une telle foule, 4 jeunes hommes émotionnels n'attirèrent pas d'attention particulière. Quand ils furent invités à nouveau au commissariat, on parla avec chacun individuellement. Vincenzo et Giuseppe prétendirent avoir un alibi. Ils expliquèrent qu'ils étaient au club de jeu local vers 19h le jour de la disparition. Michel et Domenico, en revanche, refusèrent de parler avec les enquêteurs et exigèrent la présence d'avocats. Ce comportement ne fit qu'intensifier l'intérêt des autorités pour ces personnes. Les enquêteurs commencèrent à vérifier l'alibi de Vincenzo et Giuseppe. Au club informatique, leur présence fut confirmée, mais seulement pour la première heure. La localisation ultérieure des amis resta inconnue, ce qui souleva des questions chez les autorités d'enquête. L'affaire prit un tournant inattendu quand Michel et Domenico décidèrent de raconter leur version des événements. Leur histoire coïncidait largement avec les déclarations de Pasquale Tartoro. Selon leurs paroles, les amis se rencontrèrent dans la forêt le soir, soi-disant pour un jeu. Au moment de leur arrivée, tout le groupe était déjà sur place. Pasquale devait amener Graziella. Les autres participants se cachèrent derrière les arbres et attendirent leur apparition. Jusqu'à la forêt, ils avaient besoin d'environ 15 à 20 minutes. À ce moment-là, le grand-père avait probablement déjà commencé à chercher sa petite-fille. Quand ils arrivèrent sur place, les autres participants sautèrent de leur cachette. Graziella était prise au piège. Le groupe était sous l'influence de l'alcool. Ils s'amusaient de voir à quel point Graziella avait peur. Selon la déclaration des détenus, ils voulaient seulement jouer avec la sans-défense Graziella. Graziella était si effrayée qu'elle resta paralysée. À un moment, la situation échappa à tout contrôle. Après la chute, elle perdit connaissance. Les jeunes gens affirmaient qu'ils avaient initialement seulement prévu de lui faire peur.
Quand elle ne répondait plus aux appels, tous réalisèrent la gravité de la situation. À ce moment, ils entendirent des voix, probablement de ceux qui cherchaient Graziella. Sous l'influence de l'alcool, ils décidèrent de cacher les traces de l'incident. Les déclarations des suspects furent partiellement confirmées par des preuves. L'examen médical s'avéra ambigu. Graziella avait certaines blessures, mais leur mode de formation ne put être déterminé avec précision. Les vêtements de la jeune femme étaient à leur place, ce qui remit en question certaines versions initiales de l'enquête. La difficulté consistait aussi dans le fait que les traces de l'action du feu compliquèrent considérablement le travail des experts. Les carabiniers soupçonnaient que le groupe de jeunes gens avait pu utiliser intentionnellement les flammes pour cacher les traces de leurs actions. L'histoire du jeu dangereux que racontaient les personnes arrêtées éveilla de sérieux doutes. Les enquêteurs examinèrent soigneusement toutes les circonstances de l'incident et tentèrent d'établir le véritable déroulement des événements. Pendant ce temps, les personnes arrêtées continuaient d'affirmer que tout était arrivé par hasard. La décision finale devait être prise par le tribunal. Deux du groupe, Vincenzo et Giuseppe, nièrent catégoriquement leur participation. Selon leurs mots, ils vinrent simplement dans la forêt sur invitation de Pasquale, sans soupçonner ses intentions. Quand ils virent ce qui se passait, ils seraient supposément partis immédiatement. Les jeunes hommes expliquèrent qu'ils ne s'étaient pas adressés à la police par peur de possibles représailles des autres participants ou de problèmes avec la loi. On aurait pu les accuser de complicité. Après la conclusion du procès, Pasquale Tartoro reçut une sentence relativement clémente, 30 ans de prison. 2 facteurs y contribuèrent. Sa disposition à collaborer avec les enquêteurs et le fait que l'expertise ne confirma pas sa participation directe aux événements finaux. Les 4 autres participants reçurent une sentence plus sévère. Pour l'enlèvement d'une mineure et des actes prémédités, ils reçurent la prison à vie en cellule individuelle, sans droit de contact avec d'autres détenus. L'annonce du verdict provoqua des réactions violentes. La mère de Graziella perdit connaissance. Son mari dut être aidé. Entre les familles des accusés se produisit un échange de mots. Les proches de la jeune femme considérèrent la peine comme juste, sauf dans le cas de Pasquale. Selon eux, il méritait une sentence plus dure. Particulièrement actifs furent Vincenzo et Giuseppe contre la décision judiciaire. Ils défendirent leur innocence si convaincamment qu'ils trouvèrent même des partisans qui crurent à leur version des événements. Cela ne les aida cependant pas à contester le verdict. 8 ans après ces événements, Vincenzo Caratello, âgé de 27 ans, pendant son séjour en établissement pénitentiaire, prit une décision fatale. Peut-être était-il tourmenté par des sentiments de culpabilité ou ne voyait-il simplement pas d'autre issue. Seulement quelques jours auparavant, sa mère lui avait rendu visite. La femme continuait à croire inébranlablement en l'innocence de son fils et le soutenait sous tous les aspects. Cependant, Vincenzo lui-même avait déjà perdu à ce moment toute volonté de continuer son chemin. Le cœur maternel sentit que quelque chose n'allait pas. Elle remarqua que son fils était devenu distant, était devenu une autre personne, et ses pressentiments s'avérèrent corrects. Le 19 juin 2013, l'avocat Michel présenta une demande de révision du cas, invoquant des violations procédurales. Il contesta les résultats du procès précédent, mais le tribunal refusa d'examiner la demande. La mère de Pasquale s'adressa publiquement avec des excuses sincères pour les actions de son fils à la famille Mansi. Elle souligna qu'il devait assumer la pleine responsabilité devant la loi pour ses actes. Cependant, la mère de Graziella rejeta ses excuses. Sa réponse fut émotionnelle. Elle déclara que Pasquale devait passer par tout ce que sa fille avait vécu. Selon ses mots, Graziella serait restée avec sa famille s'il ne l'avait pas attirée dans la forêt. Les parents de Graziella considéraient précisément Pasquale comme le principal coupable. Le nom de Graziella Mansi n'est pas oublié en Italie. Au château Castel del Monte se trouve une plaque commémorative avec sa photo et une brève histoire de Graziella, dont le chemin s'est terminé si tôt. Ce lieu devint une sorte de mémorial où les habitants et les touristes laissent des fleurs et des peluches. Les proches de Graziella visitent fréquemment ce lieu de mémoire. Après 24 ans de prison,
Pasquale Tartoro obtint sa liberté. Pour bonne conduite, sa peine fut réduite de 6 ans. Maintenant, il a 44 ans et tente de commencer une nouvelle vie. Il est difficile de prédire comment son destin futur se développera. Parmi tous les participants, il fut le seul à accepter une procédure simplifiée, ce qui mena à une réduction de peine. Après l'incident, tous les participants rompirent tout contact entre eux. Même quand Pasquale sortit libre, aucun des anciens amis ne tenta de rétablir le contact. Lui-même dit qu'il se souvient chaque jour de ce qui s'est passé et de la douleur qu'il a causée à Graziella et à ses proches. Pasquale avoue. S'il pouvait retourner dans le passé, il agirait différemment. Dans la difficile phase de réhabilitation, sa famille devint le soutien le plus important. Il exprime sa gratitude à tous ceux qui ont cru en son amélioration. Cependant, la mère de Graziella exprima son opinion sur la libération anticipée de Pasquale. Selon ses mots, sa libération a anéanti l'idée de justice. Elle est assez convaincue que de telles personnes ne peuvent pas changer et représentent un danger pour la société. C'est pourquoi elle ne mérite pas une seconde chance. Vincenzo et Giuseppe, qui insistèrent sur leur innocence, ne purent comprendre les motifs des actions de Pasquale. Dans sa dernière lettre, avant de quitter ce monde, Vincenzo continua à défendre son innocence et exprima son amertume face à l'injustice du système. Il espérait qu'un jour, quelqu'un pourrait prouver la vérité, mais ne voyait lui-même plus de sens à continuer la lutte pour la liberté. Giuseppe, Domenico et Michele se trouvent encore en prison. Giuseppe n'abandonne pas ses tentatives de prouver son innocence et consacre son temps à l'étude biblique. Il a accepté son verdict et ne présente plus d'appel. En même temps, il garde la foi que la vérité viendra un jour à la lumière. Tous les trois désignent unanimement Pasquale comme le principal coupable de l'incident. Selon leurs mots, il attira Graziella dans la forêt et fut l'initiateur des événements ultérieurs. Malgré cela, Pasquale reçut la sentence la plus clémente parmi tous les condamnés et est déjà en liberté.